C'était un matin, à 11 heures. On est allé jouer au foot, on était 20. Moi, j'étais gardien de but. J'ai été prendre la balle dans le filet et j'ai vu une boîte brillante en métal. Quand je l'ai shootée, elle a explosé. Ma jambe était pleine de sang. On m'a emmené à l'hôpital de Herat. Et là, ils ont amputé ma jambe. Même après la fin des combats, l'héritage de la guerre reste présent et constitue longtemps encore une menace pour de nombreux civils, car les conflits armés laissent dans leur sillage des millions d'armes dangereuses. On les appelle les restes explosifs de guerre. Ces engins meurtriers représentent un danger perpétuel et engendrent des souffrances infinies pour les hommes, les femmes et enfants qui vivent dans les régions touchées. Si des progrès ont été accomplis pour débarrasser le monde des mines antipersonnelles, le danger des restes explosifs de guerre est moins connu et pourtant ces armes sont plus complexes et plus meurtrières. Un nouvel accord international a été adopté en novembre 2003. Le protocole relatif aux restes explosifs de guerre. Selon cet accord, les parties à un conflit armé doivent prendre des mesures pour limiter le danger que les restes explosifs font courir aux civils. C'est une première étape historique pour mettre un terme à l'héritage meurtrier que représentent ces armes. Les restes explosifs de guerre sont surtout les munitions non explosées, c'est-à-dire des armes qui ont été lancées ou larguées, mais qui n'ont pas explosé. Ce sont aussi les stocks de munitions abandonnés par les forces armées, par exemple des obus d'artillerie, grenades, obus de mortier, roquettes et missiles. Les munitions à dispersion sont particulièrement dangereuses. Ces armes sont larguées à partir d'un aéronef ou lancées par des tirs d'artillerie. Elles peuvent libérer des centaines de sous-munitions qui, en se dispersant, sont capables d'anéantir une surface de la taille de 8 terrains de football. Si la plupart des sous-munitions explosent au moment de l'impact, jusqu'à 25% d'entre elles n'explosent pas. Selon le conflit, cela signifie des milliers, voire des millions de restes explosifs mortels. Ces sous-munitions restent sur place et, souvent instables, risquent d'exploser si elles sont touchées ou déplacées. Leur forme et leur couleur attirent les enfants. Par conséquent, ceux-ci courent de grands dangers lorsqu'ils jouent, vont à l'école ou travaillent dans les champs. De nombreuses victimes d'accidents dus à ces restes explosifs ne survivent pas. Les autres présentent des blessures graves et multiples, perte de membres, graves brûlures ou lésions sérieuses de la vue et de l'ouïe. Beaucoup de blessés ont besoin d'une aide psychosociale autant que de soins pour reconstruire leur vie, mais la plupart ne bénéficient jamais d'un tel soutien. Pour les familles, outre la terrible tragédie personnelle, la perte d'un proche ou les blessures qu'il a subies peuvent représenter une lourde charge en matière de soins à assurer et de baisse de revenus. C'est une charge qui a des conséquences sur l'ensemble de la communauté. Souvent, les restes explosifs entravent le développement et la reconstruction dans des régions dévastées par un conflit. Dans certaines zones, toute activité normale devient impossible. Les réfugiés et les personnes déplacées n'osent pas rentrer chez eux. Toutefois, malgré les dangers, les habitants n'ont souvent d'autre choix que de prendre des risques, qu'il s'agisse de travailler, jouer, voyager, cultiver la terre ou faire paître leurs troupeaux. Et le prix à payer peut être énorme. Je ne fais rien. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux que rester à la maison. C'est ma femme qui travaille pour gagner notre vie. Si elle ne travaille pas, je n'ai rien. C'est ce qui est le plus difficile à vivre. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis triste. Je n'ai plus aucun ressort et plus de mémoire. Je ne suis plus un homme.
j'ai aussi perdu la mémoire en partie. Donc si j'ai dit quelque chose qui n'a pas de sens, s'il vous plaît, excusez-moi. Les restes explosifs de guerre sont un fléau mondial qui touche plus de 80 pays. En Europe, on retire aujourd'hui encore des explosifs datant des 2 guerres mondiales. Par exemple, des bombes de la Première Guerre mondiale qui a pourtant pris fin il y a plus de 80 ans. Dans le sud-est asiatique, le Laos est particulièrement touché. Des millions d'explosifs y restent encore depuis le conflit qui a pris fin en 1975. Ils ont tué ou blessé quelques 11 000 personnes, dont plus de 30% d'enfants. Des guerres plus récentes ont aussi laissé des restes explosifs d'Afghanistan au Soudan et de l'Irak à Sri Lanka. Ces engins sont un grand danger pour les civils. Il faut agir de toute urgence pour y faire face et pour que ce risque diminue à l'avenir. Le protocole relatif aux restes explosifs de guerre est un progrès historique. C'est le premier traité qui offre un cadre global destiné à réduire au maximum le nombre des morts et de blessés dus à ces engins et à limiter les souffrances qu'ils engendrent. Ce protocole additionnel à la Convention sur certaines armes classiques s'applique à toutes les armes classiques contenant des explosifs, à l'exception toutefois des mines terrestres et des pièges, déjà couverts par d'autres traités antérieurs. Le protocole prévoit 5 obligations principales pour les parties à un conflit. Après la fin des hostilités actives, chaque partie doit enlever les restes explosifs se trouvant sur un territoire qu'elle contrôle. Le retrait des engins explosifs est la manière la plus fiable d'éliminer les risques pour les civils. Chaque partie doit fournir une assistance technique, matérielle ou financière pour retirer les restes explosifs résultant de ces opérations et se trouvant dans des zones qu'elle ne contrôle pas. Elle peut fournir cette assistance soit directement à son ancien ennemi, soit par l'intermédiaire d'une tierce partie telle que les Nations Unies, les agences internationales ou les organisations non gouvernementales. Chaque partie doit prendre les précautions nécessaires pour protéger les civils contre les effets des restes explosifs. Cela inclut des mesures telles que le relevé et le marquage des zones contaminées, l'installation de clôtures et la surveillance du territoire. Elle doit aussi placer des avertissements et sensibiliser la population pour l'aider à vivre en sécurité dans un environnement contaminé. Pendant un conflit, chaque partie doit enregistrer et conserver les renseignements relatifs au type et à l'emplacement de munitions explosives employées ou abandonnées par ses forces armées. Après la fin des hostilités, elle doit partager ces informations avec les autres parties et avec les organisations chargées de retirer les restes explosifs. Elle doit aussi informer les civils du danger de ces engins. Les États qui sont en mesure de le faire doivent fournir une assistance en matière de soins, de rééducation physique et de réinsertion sociale et économique des victimes des restes explosifs de guerre. Les principales règles de ce protocole concernent les conflits futurs. Toutefois, le traité contient aussi des dispositions destinées à venir en aide aux États déjà touchés par les restes explosifs de guerre passés. Des mesures doivent en outre être prises pour éviter que les munitions ne deviennent des restes explosifs de guerre. Le protocole relatif aux restes explosifs de guerre est le premier traité par lequel des États ont convenu d'assumer leurs responsabilités face à l'héritage meurtrier des conflits armés. C'est pourquoi il représente une avancée importante. Ce protocole, conjugué avec la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, donne à la communauté internationale un cadre général destiné à limiter les suites mortelles des conflits armés. Tant que les promesses de ces traités ne seront pas remplies, les dangers encourus par les civils ne cesseront de croître. Il faut que le protocole soit ratifié par les États et que ces dispositions soient mises en œuvre par tous les gouvernements, forces armées et groupes armés organisés.
car une fois les restes explosifs éliminés, la guerre alors aura pris fin.